Corps corps à corps. Et pour ce corps à corps, on va parler un peu d'économie, car contrairement à ce que beaucoup croient ici, tout va pour le mieux dans notre beau pays. En témoigne le sommet Choose France, 8e du nom, organisé par Emmanuel Macron à Versailles hier, qui a réuni plus de 200 patrons d'entreprises internationales et vu une cinquantaine de projets confirmés ou annoncés pour un total de près de 20 milliards d'euros d'investissements étrangers, record battu. N'en déplaise aux mécontents, notre économie est au beau fixe, comme notre président d'ailleurs, qui s'est filmé tout content avec des dirigeants d'entreprises sur place. Regardez. Bonjour à tous, voilà, c'est Tous France. Je suis chez Snap Paris avec Evan Spiegel. Il y a 4 ans, il a promis d'installer des bureaux à Paris. C'est chose faite. Evan, thank you so much. I'm with your fund and all the Snap community. And it's great that you delivered the commitment you took 4 years ago. Now Snap is in Paris. And this is just the beginning. It's a great honor, Mr. President. Thank you so much. And thank you to all the French people and the 26 million French people using Snapchat. It's an honor. And to do more now. Thank you. Always. Thank you. Bye-bye. Voilà, extraordinaire. Il a ensuite repris un peu de son sérieux en tenant un discours dans lequel il a développé les axes prioritaires de l'économie française, toujours en anglais s'il vous plaît. Maintenant, au niveau français, eh bien, pour nous, la priorité, la toute première priorité est la stabilité afin de préserver cette visibilité en matière fiscale, etc. Simplification, car il nous faut rationaliser de très nombreuses réglementations, comme nous le faisons, afin notamment d'aller plus vite pour les data centers, etc. Et la confirmation également d'une voie vers la décarbonation. Nous avons créé 2,2 millions d'emplois et tout en multipliant par 4 la réduction de CO2 grâce à la simplification et de bonnes incitations et également des investissements publics. Voilà, stabilité, simplification, décarbonation, donc ça, tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, ça, c'est ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron. Dans la réalité, c'est un tout petit peu différent. La France bat aussi des records, et dont on se serait bien passé. 600 000 faillites d'entreprises en 2024, 3 300 milliards de dettes, sans compter la désindustrialisation, l'augmentation des prix de l'énergie, le tout dans un contexte de guerre économique mondiale à côté duquel ce sommet de Choose France fait bien pâle figure. Alors, pour non seulement approcher la situation réelle de l'économie française, mais surtout comprendre les tenants, les aboutissants de cette guerre commerciale qui oppose tour à tour l'Europe, la Chine et les États-Unis, nous recevons de matin 2 vrais spécialistes. Bonjour Olivier Delamarche. Bonjour. Vous êtes analyste financier, économiste spécialisé en macroéconomie, cofondateur de la lettre d'investissement Les Incorruptibles avec Sylvain Tiget, qu'on reçoit souvent ici. Merci d'être avec nous en studio, surtout ce matin. Et puis, bonjour Philippe Murer. Bonjour Valentin et bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes économiste également, président cofondateur du Mouvement politique citoyen, auteur dernièrement de Sortir du capitalisme du désastre aux éditions Cyril Godefroy. Le capitalisme du désastre, c'est toujours une notion qui colle un petit peu à ce qu'on voit en France malheureusement aujourd'hui. On va commencer avec Olivier Delamarche. Alors vous n'étiez pas à Paris pour le sommet de Choose France, vous? Non. Non, malheureusement. Non. Ça ne vous dit pas d'investir chez nous Non, mais c'est de la com politique, comme sa petite interview de 3 heures complètement ratée, mais c'est de la com politique. Il a plus que ça. Si on se met à parler de son bilan, c'est catastrophique. C'est catastrophique. On a le plus haut taux de faillite des PME et des entreprises qu'on n'ait jamais vu depuis 91, je crois. On est dans une fuite généralisée des entreprises, des cerveaux, etc. en France. Moi, j'ai un family office en Suisse, à Genève. Je peux vous dire que je vois tous les jours des gens arriver. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils sont partis, qui partent de France parce qu'ils en ont marre de se faire plumer. Vu qu'il n'y a absolument plus de droit de propriété en France, ça n'existe pas. Quand il vous reste que à peine 20% de ce que vous gagnez au début, c'est difficile d'appeler ça un droit de propriété. Hein. C'est usus, fructus et abusus. Mais malheureusement, ces 3 termes-là ne veulent plus dire grand-chose en France. Donc voilà, les gens, c'est effectivement un grand départ. Donc la France se vide de son savoir-faire, se vide de ses industries. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un choisisse la France ? Pourquoi voulez-vous qu'un industriel aujourd'hui choisisse la France ? Il va payer 4 fois le prix de l'énergie qu'il paierait aux États-Unis. Il va payer 2 fois plus d'impôts.
perso et son entreprise, etc. Il va se choper des normes débiles pondues par des fonctionnaires européens, Oui, d'ailleurs, complètement il y a le déconnectés. triptyque simplification, décarbonation, c'est un petit peu antinomique parce que la décarbonation, ça implique les normes qu'on connaît. Et surtout que ça sert à rien, mais enfin bon, ça c'est un On va autre pas revenir sujet. Mais donc on est dans une histoire où comment voulez-vous que quelqu'un qui a envie de monter un business aujourd'hui monte un business en France? Non, il va aller le monter. Et on a vu d'ailleurs le premier d'entre eux qui a été quand même, je vous rappelle, un soutien inconditionnel de Macron. C'est lui qui l'a presque créé. C'est Bernard Arnault qui nous annonce tranquillement de son fauteuil qu'il va partir aux États-Unis. C'est d'ailleurs à ça que servent les droits de douane, hein. C'est à réindustrialiser les États-Unis et non pas à réindustrialiser la France. La France, c'est aujourd'hui, c'est fini. D'accord, Ça va devenir un gros constat. EHPAD avec ceux qui ne pourront pas partir. Bon, eh ben on va demander à Philippe Murer s'il a un constat un peu plus porteur d'espoir. Philippe Murer, je voulais vous faire réagir aussi sur ce sommet de Choose France. Je voulais rappeler également que la majorité des projets portent sur le numérique et l'IA et que, en tout cas en rapport avec les investissements, ça ferait peu d'emplois créés, environ 30 000 selon les estimations, et encore on sait quoi penser des estimations. Et puis je voulais quand même préciser un partenariat marquant parmi tous ceux qui ont été annoncés, c'est celui de MSC Croisière, d'à peu près 4,3 milliards d'euros sur le chantier de Saint-Nazaire. MSC Croisière qui n'est autre que l'entreprise dont Alexis Kohler est proche pour des raisons familiales. Voilà, Philippe Murer, je vous laisse réagir sur le sommet de Choose France et puis on ira sur l'actualité, la guerre économique ensuite. Bon, je pourrais pas être plus négatif que Olivier. Voilà, on va essayer de vous allez nous faire sourire. Je rajouterais que pourquoi investir en France vu tout l'écosystème et en Europe en général, il n'y a pas de croissance. Les entreprises, elles vont investir là où il y a des marchés en croissance et elles ont du mal à aller dans les marchés qui sont plutôt en réduction. En fait, j'ai beaucoup aimé votre titre, Valentin, c'est-à-dire que c'est très juste, c'est-à-dire c'est un écran de fumée pour masquer la faillite. Oui, parce qu'il y a la faillite des PME et des entreprises françaises que vous avez relevé, qui est un record. Et en fait, Macron, plutôt que de faire de Choose France, il devrait sauver la France, sauver les entreprises françaises. Et ça, il ne le fait pas. Et là où l'homme est pervers, mais on le sait tous, c'est que quand j'ai regardé des extraits de son émission qu'il a fait la semaine dernière, mardi dernier, il connaît le problème, il le sait. Il a dit, le problème de la France est principalement le coût de l'énergie, qui est 4 fois plus cher qu'en Chine et aux États-Unis. Oui, c'est un des problèmes. Et la concurrence déloyale, c'est-à-dire le libre-échange. Le problème de Macron, c'est qu'il le sait, mais qu'il fait tout le contraire. Il reste dans le marché européen de l'électricité. On a le gaz, les contrats de gaz maintenant qui sont indexés sur du court terme et qui sont très chers. Et l'Union européenne, c'est libre-échange, c'est l'accord avec le Mercosur, et ça continue comme ça. Vous avez remarqué qu'effectivement, ça ne crée pas beaucoup d'emplois, ces investissements étrangers. 30 000 emplois par an au maximum, avec une méthode un peu gonflée, c'est-à-dire 1,5 millième en fait de l'emploi français. Donc ça va pas changer la place la place et le sens du mouvement au niveau de l'économie. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les investissements étrangers en Europe et en France, ils ont diminué en fait pour la deuxième année consécutive et ils sont aujourd'hui au plus bas depuis 9 ans. En fait, quand on regarde en 2024, on est au plus bas des investissements étrangers en France depuis le début du quinquennat de Macron, du premier quinquennat de Macron. Et quand on regarde la balance des créations d'emplois, parce qu'on dit il y a 30 000 emplois, mais il y a les créations d'emplois, c'est le sommet de Choose France, et il les annonce en fanfare, mais on oublie les destructions. Or, en 2024, les investissements étrangers ont créé 12 000 emplois, mais les industriels étrangers, ils ont aussi détruit 8 000 emplois. Donc, en fait, la balance est de 4 000 emplois. Et effectivement, les investissements étrangers patinent en France et en Europe parce que les prix de l'énergie sont trop chers. Et tant qu'on reste dans l'Union européenne, dans le marché européen de l'électricité, dans cette gestion de l'énergie qui est absurde, tant qu'on reste dans des normes écologiques hyper compliquées et une croissance très faible, à cause du vieillissement de la population des autres pays d'Europe notamment, eh bien, il n'y aura pas de retour de la croissance en France et de prospérité. Oui, alors là, attention, on a une difficulté, Philippe Murer, c'est que vous nous avez expliqué qu'apparemment Emmanuel Macron était au courant de ces problèmes, de ces prix de l'énergie, de ces faillites des PME. Donc, s'il est au courant, c'est plus de la bêtise, c'est plus de l'incompétence, c'est de la trahison.
Ah oui, c'est de la trahison, puisqu'il le sait, et il l'a dit très clairement. Mais la trahison, il l'a fait il n'y a pas très longtemps. Il aurait pu mettre le groupe chinois Vanhua qui a acheté Vancorex, l'entreprise qui fait des produits chimiques essentiels pour la dissuasion nucléaire. Eh bien, en fait, il y a eu un investissement étranger. En fait, cette entreprise Vancorex française, qui est nécessaire à la dissuasion nucléaire, eh bien, maintenant, elle est passée dans les bras d'un groupe chinois. Donc, si ça, c'est pas de la trahison, après l'affaire Alstom, l'affaire Technip et toutes les autres affaires que Macron a laissé passer à l'étranger, voilà, je ne sais pas ce que c'est. Olivier Delamarche, c'est de la trahison, de la compétence, Emmanuel Macron et son gouvernement? Ah, c'est de la trahison. Mais toutes ces déclarations d'investissement, il faut voir qu'il y a une contrepartie systématiquement. C'est-à-dire que pour les attirer, ces boîtes-là, en général, on ne les fait pas payer d'impôts pendant 15 ans, etc. Et qu'est-ce qui se passe au bout des 15 ans? Une fois qu'ils n'ont plus les avantages qu'on leur a donnés, ils se barrent. Et et puis surtout, au bout de 15 ans, on n'a plus la promesse qu'on avait à l'époque pour se faire élire. Donc, enfin, la plus importante. Donc, c'est très bien pour le coup. Donc, en fait, vous attirez des entreprises comme ça, mais finalement, ça n'a absolument... On ne demande pas à ce qu'ils embauchent qui que ce soit, etc. Et d'ailleurs, en général, ils font le ménage assez vite. Et souvent, c'est une catastrophe. Donc, si en effet, c'est des boîtes comme Alstom qui sont vendues à l'étranger, alors oui, c'est un investissement au départ, on peut claironner sur les toits, sauf que malheureusement, la boîte se fait vider de tous ses brevets et est rachetée après par la France à un prix beaucoup plus élevé. Donc, je vois pas l'intérêt, si vous voulez. Je rappelle en plus que là, on s'excite parce qu'il y a 30 milliards d'investissements. Enfin, je veux vous rappeler que l'espèce d'idiot du village qui a été élu aux États-Unis, vous savez, Trump, qui est mauvais, qui va couler l'économie américaine, etc., il fait un petit tour dans les Émirats arabes et il récolte 2000 milliards, lui. Hein. Ah, oui, bon, c'est quand même les bons 2/3 du PIB français. Hein, donc, on se calme sur les insultes auprès de Trump en disant qu'il est nul et qu'il est non avenu. En attendant, lui, il fait un petit tour en avion et il se prend 2000 milliards. Donc, claironner ça, c'est en effet, c'est un écran de fumée, c'est du marketing politique. Et puis encore une fois, c'est un réflexe, j'ai quand même l'impression, se vanter d'avoir des entreprises étrangères qui investissent en France, c'est aussi concéder qu'on n'est plus capable de produire cette richesse. Donc c'est quand même un réflexe de pays du tiers-monde. Ah mais totalement, oui. Totalement. Donc, mais ils sont en permanence dans le show, quoi. C'est pas autre chose que ça. Alors, Philippe Murer, on va élargir le spectre, hein, parce que ce sommet de Choose France, on l'a bien compris, c'est un écran de fumée, on va pas passer toute l'émission dessus. On avait suivi avec vous au mois d'avril cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, dans laquelle l'Europe était également partie prenante. Il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on vous avez invité. D'abord, il y a eu un accord commercial conclu entre Washington et Pékin, hein, qui donc, on va dire, a signé une trêve, même si les droits de douane ont quand même augmenté entre les deux pays depuis le mois d'avril. Notamment avec ces tarifs de 25% sur l'aluminium. Et puis en Europe aussi. Alors en Europe, d'abord il y a eu ce sommet Choose Europe, hein, donc avant, c'est début mai ça, qui proposait d'abord à Trump d'augmenter ses achats aux États-Unis de 50 milliards. Avant le 8 mai dernier, que la Commission européenne publie une liste de produits importés des États-Unis, dont les avions, les automobiles notamment, pour une valeur de 95 milliards d'euros de taxes en réponse aux droits de douane de Trump. Donc là encore, une guerre qui continue entre l'Europe et les États-Unis. Comment est-ce que vous avez vu ce mois d'avril, ce mois de mai, dans ce volet-là de la guerre économique? Le principe de Trump, c'est de réindustrialiser les États-Unis. Donc, il a la même idée que Macron. Il l'avait déjà, d'ailleurs, pour le premier mandat de 4 ans qu'il avait fait, hein, où il avait mis des droits de douane uniquement vers la Chine. Et ça avait marché parce que le déficit commercial américain, il est passé de 400 milliards de dollars avec la Chine à 300 milliards. Donc déjà, il y a une amélioration. Le but de Trump, donc, c'est d'attirer les investissements étrangers ou les investissements des entreprises américaines qu'elles remettent leurs usines aux États-Unis parce qu'il y a des droits de douane. Et ça semble fonctionner puisqu'il y a plein d'entreprises américaines qui annoncent des investissements majeurs.
Alors, effectivement, Trump a fait son show, je crois que c'était début avril, où il nous a expliqué qu'il allait mettre des droits de douane partout absolument gigantesques. C'était le bras de fer. Tout le monde a paniqué et maintenant nous sommes dans la phase de négociation. Alors, il y avait le but de Trump dans tout ça, il est de deux ordres. Il est d'abord de réindustrialiser les États-Unis, mais de casser la croissance chinoise. La Chine est à un moment très difficile, il faut bien comprendre, un moment très difficile de son histoire, puisqu'elle a une bulle immobilière qui éclate et qui était quelque chose de très important pour tirer la croissance en Chine. Et elle a un problème de natalité, elle a moins de 1 enfant par femme, donc la Chine est en décroissance démographique comme le Japon. Et donc, quand on décroît démographiquement, on n'a pas de croissance. Donc Trump, il attaque la Chine au moment où elle est faible, en disant... Je trouve qu'il a raison, personnellement. On peut dire que c'est malsain d'attaquer un pays, mais la Chine ne joue pas le jeu depuis 20 ans. La Chine, en fait, fait tout pour exporter le maximum à l'étranger, mais fait tout pour ne rien importer de l'étranger. Et quand on l'a fait rentrer dans l'OMC en 2001, c'était une catastrophe, ça a détruit l'industrie américaine. Juste un chiffre, Valentin. En fait, il y avait 17 millions d'emplois industriels aux États-Unis en 2001. 7 ans plus tard, il y en a plus que 12. Et ça, c'est tous les emplois qui sont partis en Chine de l'industrie. Donc Trump veut revenir là-dessus et il sait que la Chine ne jouera pas le jeu. Elle avait 100 milliards d'excédent commercial en 2001, elle en a 1000 milliards. L'exact, en fait, opposé des États-Unis qui ont 1000 milliards de déficit commercial. Donc le but de Trump, et je laisserai la parole à Olivier pour qu'il explique ce qu'il en pense. Le but de Trump, en fait, c'est que il va mettre des droits de douane importants avec la Chine. Là, il a mis 30% de droits de douane pour les produits chinois qui vont aux États-Unis. Mais il voudrait que tous les pays du monde, en tout cas de sa sphère d'influence, donc l'Europe, le Canada, le Mexique, etc., et les autres pays mettent des droits de douane avec la Chine pour que, en fait, la Chine soit affaiblie économiquement et qu'inversement, les États-Unis soient économiquement favorisés. Voilà le but de Trump, c'est d'isoler la Chine du reste du monde parce qu'il veut que la nation américaine soit de retour. Il refuse l'empire, il veut la nation, mais il veut quand même la nation la plus puissante du monde. Alors, Olivier Delamarche, vous allez pouvoir réagir. Je rajoute quand même qu'entre-temps, on va aussi parler de ce qui se passe en Europe. L'Europe a revu sa croissance à la baisse à cause du président américain, c'est pratique, à cause de l'instabilité prétendue Enfin, en tout cas, il est instable, mais à cause de ces instabilités-là, l'Europe a vu sa croissance économique à la baisse. Et il y a surtout ce pacte de tarifs douaniers qui n'a pas été annulé, en tout cas pour l'Europe, qui a juste été suspendu et qui donc reviendra normalement en juillet, qui sera appliqué. Voilà, je vous laisse réagir à ce qu'a dit Philippe Murer. C'est pas les Russes ? Ah non, malheureusement. Je pense que ça va être difficile. On est encore une fois à la traîne et ce qui est très drôle, c'est de voir les commentaires à chaque fois qu'il y a une annonce de Trump. Alors, on peut ne pas être ravi de la forme. Trump, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Bon, mais c'est un négociateur. Et en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que, l'air de rien, il passe des tarifs douaniers avec la Chine. Là, c'est 30%, etc. Donc, ça va probablement réduire encore de 100 milliards le déficit vis-à-vis de la Chine. Alors, évidemment, les commentateurs disent « Oui, mais il avait annoncé 200%. » Mais non, il n'avait pas annoncé 200%. C'est sa manière de négocier. Et quand c'est une discussion de marchand de tapis, c'est tout. Donc on part de très loin et puis on revient et on se met à table et on discute. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Moi, là où je suis plus sceptique, ou en tout cas où je pense que il faut pas se tromper sur ce qui se passe, c'est pas une guerre commerciale. C'est pas une guerre commerciale parce que en fait les États-Unis s'en foutent. Alors ils se réindustrialisent, ça c'est une certitude, et c'est à ça qu'on servi les barrières douanières. Ils ont besoin de se réindustrialiser, donc ça c'est très bien. Mais en fait, quand on regarde le commerce extérieur américain, ça n'a pas grand-chose, ça ne joue pas grand-chose dans le PIB américain. Le PIB américain, il se fait aux États-Unis essentiellement. Donc, les exportations américaines, c'est 3 000 milliards. Donc, ça veut dire, en gros, c'est 10% du PIB américain. Donc, on n'est pas sur des
des montants extraordinaires. Donc, je pense que le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est une guerre monétaire. Et c'est une guerre monétaire depuis le départ. C'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis sont en train, petit à petit, de perdre la suprématie totale du dollar, hein, et qu'il veut la récupérer. Et que derrière, vous avez les Chinois qui, depuis déjà un bon bout de temps, 8 ans, 9 ans, 10 ans, sont en train de monter une monnaie BRICS, etc., et que cette monnaie énerve considérablement les Américains. Alors aujourd'hui, c'est pas le cas. Moi, j'entends plein de gens qui nous disent, qui nous expliquent que le dollar, c'est fini, il va s'effondrer, etc. Non, dans les transactions commerciales, aujourd'hui, on paye pas en bolivars, on paye en dollars. Alors, même s'il y a quelques petites annonces, mais qui sont de la com aussi politique, où on vous dit, ah bah tiens, il y a un contrat qui s'est fait en yuan, en pesos argentins, etc. Mais c'est de la blague. Quand vous discuter avec les gens qui sont sur les marchés de matières premières, par exemple, ils vous disent, ben non, toutes les transactions se font en dollars. C'est un fait, c'est comme ça. Bon, donc, et aujourd'hui, ce qu'ils cherchent à éviter, c'est une montée en puissance d'une monnaie qui serait une monnaie chinoise, pas BRICS en fait, une monnaie chinoise. Et je pense que les attaques qu'ils font commercialement sur la Chine, aujourd'hui, sont d'ailleurs très dans la retenue parce que ils peuvent pas parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore négocié tout ce qu'il fallait avec M. Poutine sur les terres rares et les métaux rares. Donc, ils ont quand même ce petit problème, cette grosse épine dans le pied pour négocier avec la Chine et pour être vraiment totalement libre d'imposer ce qu'ils veulent. Mais, en effet, je suis d'accord avec Philippe, ils profitent d'un état de faiblesse chinois pour, je vous dis, amorcer une guerre qui sera une guerre monétaire et pas une guerre commerciale. Alors, Philippe Murer, Olivier Delamarche était d'accord avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur le fait que c'est une guerre commerciale, enfin une guerre monétaire, pardon, plutôt qu'une guerre commerciale? Non, je ne le vois pas comme une guerre monétaire, même si c'est vrai qu'il y a la volonté de conserver le dollar monnaie de réserve, tout en ayant un dollar faible pour réindustrialiser. Ça, c'est pas simple pour eux. Moi, je pense que surtout, c'est Trump, il l'a dit, hein. Trump, il veut la fin de la mondialisation économique. Très clairement, il veut le retour des nations, il veut le retour de la production aux États-Unis, et ça, c'est une chose fondamentale. En fait, il se bat pour que les classes populaires, pour la fin du capitalisme financiarisé et mondialisé, c'est-à-dire la fin de la mondialisation économique. Or, ça veut dire quoi? Parce que ce capitalisme financiarisé et mondialisé, il a affaibli les nations, la France, l'Europe, les États-Unis, et il a affaibli les peuples, puisque les classes populaires et moyennes n'ont pas eu de hausse des salaires. Il faut quand même bien comprendre la violence qu'a eu la mondialisation sur les États-Unis. Entre 1970 et aujourd'hui, en fait, la productivité, elle a doublé. C'est-à-dire que les entreprises pouvaient, chaque salarié des entreprises produit 2 fois plus qu'il y a 50 ans. Mais les salaires n'ont augmenté que de 10%. Donc, premièrement, ça a été un affaiblissement, un appauvrissement considérable. Or, les ultra-riches qui s'en sont mis plein les fouilles, qui s'en sont goinfrés et qui vous ont expliqué à la télé qu'ils possèdent, que la mondialisation, c'est formidable. Oui, c'est formidable pour eux. Et ça affaiblit complètement les autres. Donc, je trouve que c'est une excellente nouvelle que Trump fasse ça. On verra jusqu'où il pourra aller. Mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle. Et la bonne nouvelle, ça serait que la France et que l'Europe fassent la même chose. Le problème, c'est que l'Europe, elle veut la mondialisation. Elle signe des accords avec le Mercosur, avec la Nouvelle-Zélande, le Chili. Elle veut en signer de plus en plus. Donc, nous sommes à contre-pied du nouveau monde, qui est un monde où la production, ça compte. La production doit être sur le sol et on réduit et on augmente la richesse des peuples. Malheureusement, l'Europe est à contre-courant total et c'est une catastrophe que l'Europe, en fait, fasse ça parce qu'on va être le dindon de la farce. Tout le monde va se protéger, sauf l'Europe qui va laisser les frontières ouvertes et donc qui va s'affaiblir de façon considérable. Bon, alors ça, sur l'Europe, je pense qu'on ne vous mettra pas en désaccord, mais c'est un débat c'est vrai qu'on n'a pas encore tranché, enfin en tout cas qu'on voit beaucoup revenir sur Toxin. C'est est-ce que Trump, effectivement, comme le dit Philippe Murer, est un soldat de la démondialisation, du retour aux économies nationales, ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut faire muter l'Empire américain d'une autre manière? Olivier Delamarche, si je suis votre analyse sur sa volonté de garder la suprématie du dollar, c'est plutôt là-dessus que vous vous dirigez, non?
Je me trompe. D'abord, je suis d'accord sur le fait qu'il essaie de stopper le déclin américain, parce qu'il y a un déclin très net. Il y a Obama a complètement détruit la classe moyenne américaine en quelques mandats. Je compte aussi le mandat de Biden comme un mandat Obama, parce que c'était pas Biden qui dirigeait. Donc voilà, donc il a réussi cette chose de complètement détruire la classe moyenne américaine. Ça, c'est une chose sur laquelle on est d'accord. Maintenant, c'est ce que je vous disais aussi, c'est-à-dire que le commerce avec la Chine, etc., c'est pas un énorme enjeu. En fait, quand on regarde les exportations, les importations américaines, c'est quoi les deux pays qui réellement sont les plus embêtants pour Trump? C'est le Mexique et le Canada. C'est pas la Chine, elle est derrière. Mexique et Canada, quand vous prenez les importations américaines du Mexique et du Canada, ça représente quasiment 1000 milliards. 900 et quelques milliards. Donc ça veut dire que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sérieux que les 400 milliards de la Chine. Donc voilà, moi je pense que en effet, il cherche à se réindustrialiser, qu'en effet, il s'occupe de ce qui se passe chez lui, mais il n'empêche que il a quand même, et ça c'est très américain, il pense quand même qu'il est le pays qui dirige le monde, et donc il lui faut se garder, parce qu'il faut aussi financer les déficits, etc. Il lui faut garder le dollar comme monnaie principale, et pour ça, il est prêt à enfoncer la Chine, et je pense que c'est pour ça que je dis que c'est une guerre monétaire plus qu'une guerre commerciale. Voilà, alors on passe par le commerce pour y arriver, mais ça n'empêche que c'est plus pour moi ça, c'est-à-dire empêcher les BRICS d'avoir, en fait, de rentrer dans un monde bipolaire entre les BRICS d'un côté et tout ce qui tournera autour avec une monnaie chinoise, et puis de l'autre côté, le dollar, l'euro ayant disparu entre-temps, puisque c'est aussi là le but des Américains. Toute cette histoire ukrainienne avec on fait sauter les Nord Stream, etc., c'est pourquoi? C'est pour défoncer l'économie européenne. Pourquoi? Tout simplement parce que vous supprimez à ce moment-là l'euro qui aurait pu être un refuge, une alternative à un certain moment. Donc, là-dessus, je pense qu'ils ont bien opéré. On peut parler d'un succès, je pense, voilà, malheureusement pour nous. D'ailleurs, j'en profite pour revenir aussi sur les déclarations du commissaire européen à l'économie, certain Dombrovskis, qui c'est lui qui a revu les perspectives de croissance de l'Union européenne à la baisse dans les prochaines années, mais qui a évoqué l'impact potentiellement positif des dépenses de défense qui devraient passer de 1,4% du PIB à 1,6%. Donc on peut comprendre pourquoi les Européens sont pas pressés de signer la paix entre l'Ukraine et la Russie, ou en tout cas de la défendre. C'est parce que justement ils comptent sur la défense en partie pour essayer de masquer un tout petit peu le désastre. Une autre information que j'ai vue circuler qui se situe un peu dans la même veine concernant la politique de Donald Trump et sur laquelle je voulais vous faire réagir, c'est une histoire de dérégulation bancaire. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Washington pourrait annoncer une réduction des exigences en capital pesant sur les banques américaines dès le mois de juin. Cet assouplissement des règles vise à alléger la dette fédérale, à détendre l'accès au crédit. Concrètement, il s'agirait de ne plus imposer aux banques d'avoir 5% de fonds propres sans pondération pour les prêts. C'est une règle qui avait été imposée notamment après la crise de 2008 pour essayer de l'empêcher. Selon l'article en question, ça pourrait avoir des conséquences sur l'architecture de l'économie mondiale. Olivier Delamarche, d'abord, est-ce que vous pensez que c'est probable? Et ensuite, quelles conséquences concrètes ça pourrait avoir? C'est que c'est de rendre les institutions bancaires de plus en plus dangereuses. Aujourd'hui, vous avez exactement la même chose en Europe. On vous dit que les banques sont sûres, etc. Non, les banques sont pas sûres. Pourquoi? Parce qu'elles utilisent des leviers qui sont énormes et qu'elles n'ont pas de fonds propres, en fait. Quand vous regardez les
banques. Aujourd'hui, vous avez une banque européenne, c'est 50 milliards de fonds propres, hein, c'est 1500 milliards de total bilan. Donc 1500 milliards fois 10%, ça fait 150, ça fait pas 50. Donc, et pourquoi ? Parce que vous avez tout un tas de règles qui font que si vous mettez vos sous dans une obligation d'État, un État ne faisant pas faillite, soi-disant, CF la Grèce par exemple, un État ne faisant pas faillite, vous n'êtes pas obligé de mettre des fonds propres en face. Donc, oui, vous rendez les institutions bancaires de plus en plus risquées parce que on ne les régule pas sur ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire les empêcher d'utiliser des effets de levier de 50, 40, 60, 70, 80, etc., qui font que à un moment, statistiquement, vous sauterez. Et donc Trump veut aller vers cette direction. Il fait pas toujours des trucs malins. Hein, non, mais Trump. c'est pour savoir. Philippe Muret. Et puis pensez que si vous voulez, si vous faites ça, c'est-à-dire si vous dérégulez un peu les banques, c'est toujours la même chose. C'est les banques jouent à ce jeu-là en disant tu nous dérégules et on prêtera plus à l'économie. Mais en fait, non. C'est faux. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous regardez ce qui se passe. Moi, dans mon family office, on fait du private credit. Pourquoi on fait du private credit ? Parce que les entreprises n'arrivent plus à se financer auprès des banques. Et pourquoi elles n'arrivent plus à se financer auprès des banques ? Parce que ça les emmerde, les banques. Si vous voulez te faire un dossier pour gagner peanuts en ayant des garanties qui sont une vieille usine, des vieilles machines ou des vieux ordinateurs quand c'est une boîte de service, ça les amuse pas du tout. Donc, ils préfèrent aller jouer sur les marchés avec de l'effet de levier, parce que c'est beaucoup plus rémunérateur, plutôt que de s'amuser à prêter à l'économie. Donc, en fait, aujourd'hui, et les boîtes crèvent de ça, elles crèvent de ne pas avoir de financement. Alors, il y a des boîtes qui marchent, il y a des boîtes qui essaient de se développer, sauf qu'elles n'arrivent pas auprès des banques à se financer. Donc, le banquier joue de ça. Il a joué de ça exactement après 2008, où on a commencé à se dire il faudrait quand même peut-être qu'on les empêche d'avoir de l'effet de levier, qu'on revienne à un Glass-Steagall, c'est-à-dire qu'on sépare les activités bancaires des activités de marché et tout. Et en fait, qu'est-ce qu'ont fait les banques à ce moment-là ? À chaque fois qu'elles étaient convoquées à Bercy, elles disaient « Ah, si vous nous embêtez, nous, on prête plus à l'économie. » Et à ce moment-là, le pauvre ministre, qui de toute façon n'y comprenait rien, se rétractait en disant « Ah bah oui, excusez-moi de vous avoir dérangé, vous prendrez bien un petit croissant et retournez chez vous. » Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est toujours la même chose, c'est les banquiers qui jouent à faire pression sur les gouvernements pour avoir la marge de manœuvre la plus large possible pour aller faire les cons sur les marchés. Or, ils savent très bien que de toute façon, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir ? Il va se passer une chose, c'est que aucun pays qui est aujourd'hui est endetté ras de la figure, ils vont baisser les taux. Ils vont faire repartir la planche à billets. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, qu'est-ce qu'ils feront ? Eh bien, ils recréeront des bulles. Et les banquiers, ils veulent bien continuer à gagner du fric là-dessus, plutôt que de s'amuser à prêter de l'argent à une entreprise. On ne sait pas très bien quand est-ce qu'on récupérera son argent. Et surtout si à la fin de la bulle, ce n'est pas les banquiers qui vont en prison, mais c'est les classes moyennes qui payent pour les erreurs de la banque. Exactement. Alors, l'émission va pas tarder à se terminer, mais je voulais donner quand même le mot de la fin à Philippe Murer sur cette dérégulation bancaire. Oui, alors là, je partage tout à fait. La dérégulation bancaire, c'est ce qui a causé la crise de 2008. Les banques avaient très peu de fonds propres et énormément de prêts, un effet de levier très important, et avec très peu de régulation, effectivement, ça a créé le krach de 2008. Donc ça, c'est pas intelligent. Effectivement, les banques, elles pèsent sur l'État en disant si vous faites pas ça, on prête pas à l'État. Mais c'est là où il y a eu un problème de l'architecture financière. Il faut revenir dessus. Il faut que la Banque de France puisse prêter à l'État si les banques ne le veulent pas. Ça ne veut pas dire que la Banque de France va souvent prêter à l'État, mais la simple menace que la Banque de France peut prêter à l'État, ça donne tout pouvoir à l'État face aux banques. Et c'est lui qui tient les banques, parce que c'est la Banque de France qui prête au jour le jour. Donc il faut réinverser les choses. Il faut que l'État reprenne la main sur les banques, donc en disant « Attention Coco, c'est nous qui te prêtons, c'est la Banque de France qui te prête de l'argent, et c'est la Banque de France qui t'encadre, donc tu vas financer l'économie réelle et pas l'économie de casino. » Et une des mesures très simples du mouvement politique citoyen là-dessus,
pour qu'on arrête de financer l'économie de casino, les hyper riches, les hedge funds, et qu'on finance les PME, l'économie réelle et l'emploi, c'est de dire, quand les banques, que la Banque de France régule ça, et la Banque de France dit aux banques, vous prêtez à l'économie de casino ou hedge funds, vous allez devoir mettre beaucoup de fonds propres de côté. Vous prêtez aux PME du coin, aux grandes entreprises industrielles, eh bien, vous mettez peu de fonds propres de côté. Et de cette manière-là, vous dirigez l'argent vers la partie utile de l'économie, c'est-à-dire la partie productive. Voilà, donc c'est extrêmement simple, ça a été démantelé dans les années 70 et c'est tout à fait regrettable qu'on l'ait fait. Eh ben un peu encore, on revient à la même chose, un peu de bon sens et un peu de volonté politique face à la finance. Merci beaucoup à tous les deux, Olivier Delamarche, Philippe Murer. Olivier Delamarche, merci d'avoir été avec nous en studio ce matin. Vous êtes analyste financier, économie spécialisé en macroéconomie et puis cofondateur de la lettre d'investissement Les Incorruptibles avec Sylvain Tiget. Rapprochez-vous de cette lettre d'investissement si vous voulez échapper à la catastrophe qui arrive et qui est même déjà là. Et puis Philippe Murer, vous êtes économiste, président et cofondateur du mouvement politique citoyen et auteur dernièrement de Sortir du capitalisme du désastre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Chers amis, vous êtes plus de 8 millions. On vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.